Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour, Accès Libre est de retour aujourd'hui avec le professeur Farid Chaoui. Professeur, bonjour. Bonjour. Nous sommes contents de vous recevoir à nouveau à Radio M. Merci. Cette fois, non pas pour parler du système de santé national, même si, au passage, on sera amené à en parler, à en dire deux mots. C'est ce que nous avions fait la première fois dans l'invité du direct. Aujourd'hui, c'est pour parler de cette deuxième vague du Covid-19 qui est en train de faire de très gros dégâts en Algérie en ce moment. Et tout d'abord, je voulais votre réaction sur l'évaluation des contaminations. Il y a ce chiffre qui circule, qui est donné tous les soirs par le ministère de la Santé, que nous avons décidé à Radio 1 Maghreb Émergent de ne plus donner. Nous considérons que c'est une fake news. Nous sommes des médias sérieux. Nous ne republions pas les fake news, même s'ils viennent du gouvernement. 1000 contaminés par jour, quel est votre commentaire ? Bonjour et merci de m'avoir invité. On est face à une situation extrêmement difficile, pour ne pas dire dramatique, pour la population algérienne, compte tenu de cette deuxième vague qui est en train de faire des ravages dans la population générale et qui provoque des dégâts aussi bien sur le plan sanitaire que sur le plan économique et social et psychologique. Bon, je crois que les chiffres, tout le monde est d'accord pour dire que les chiffres donnés par l'État, par le ministère de la Santé, ne sont pas justes. Ils sont par le ministère de la Santé, par la voix de son ministre, affirme qu'ils ne tiennent compte que des cas qui sont PCR positifs. Lorsqu'on sait que la grande majorité des diagnostics de Covid sont établis par des moyens hors PCR, en particulier par le scanner. Et lorsqu'on a un petit peu des indications de la part des cabinets de radiologie qui font un nombre impressionnant de scanners par jour dans le cadre du dépistage de cette maladie, pas le dépistage, dans le cadre de diagnostic positif de cette maladie, on se rend compte qu'il y a un décalage énorme entre cette réalité et la réalité des chiffres affichés par le ministère de la Santé. Pourquoi est-ce que le ministère de la Santé ne prend pas en compte précisément les chiffres qui peuvent être facilement recueillis par les directions de la santé, wilaya par wilaya, auprès des 500 ou 600 cabinets de radiologie qui sont répartis à travers le territoire national, qui disposent de scanners et qui font tous les jours ce travail et qui ont donc tous les jours des chiffres à donner? Je ne sais pas pourquoi. Ce serait possible de recueillir ces chiffres? Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. Je pense que les cabinets de radiologie qui sont aujourd'hui les principaux centres du diagnostic du Covid n'hésiteraient pas, si on leur demandait tous les jours ou une fois par semaine, enfin bref, périodiquement, de fournir aux autorités sanitaires du pays le nombre de diagnostics positifs qui sont effectués dans leur laboratoire. Quel est l'intérêt des pouvoirs publics et du ministère de la Santé de continuer à publier un chiffre aussi bas, même si en apportant la réserve qu'il s'agit des PCR positifs, alors qu'il y a le risque de laisser croire à la population que ce n'est pas si grave que ça? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Moi, je suis médecin, j'exerce, je suis praticien. J'ai continué à travailler pendant toute la période du Covid, je n'ai jamais arrêté. Je crois que j'ai arrêté 2 ou 3 semaines au début parce que vraiment, on nous avait fait un peu la pression au moment du confinement total. J'ai été infecté moi-même par le Covid. Heureusement, j'ai fait une forme qui n'était pas très grave et que j'ai pu traiter chez moi à la maison. Mais moi je ne suis pas comptabilisé nulle part comme étant avoir été infecté par le Covid. Bon. Mais mon cas n'est pas peut-être largement loin d'être unique. Bon. Mais pourquoi est-ce qu'on s'acharne, est-ce qu'on persiste dans cette politique de minimisation du nombre de cas en prétextant que seuls les cas positifs sont pris en charge? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre.
Oui. Alors, partant de là, on peut imaginer que la cartographie de la pandémie, aujourd'hui, elle est mal évaluée par les pouvoirs publics. J'ai entendu encore le ministre de la Santé dire qu'on n'avait pas besoin d'envisager des capacités d'accueil supplémentaires et que les capacités actuelles devraient suffire. Si on se trompe, si on n'a pas une vraie vision de l'étendue de la pandémie, en Algérie, cette deuxième vague en ce moment, on risque de passer aussi à côté de cela. Il y a deux choses. Il y a la circulation du virus et le nombre de cas infectés à travers la population et le nombre de cas graves qui nécessitent donc des malades. On sait aujourd'hui qu'il y a quand même un nombre important, peut-être 70 à 80% de la population qui est infectée ne développe pas ou très peu de symptômes. Ceux qu'on identifie, ce sont ceux qui ont des symptômes. Et parmi ceux qui ont des symptômes, il y a encore une majorité qui guérit par des petits moyens, et il y a une petite minorité qui fait des formes graves. Et parmi les formes graves, il y a encore une petite minorité qui développe des formes extrêmement sévères, nécessitant l'hospitalisation en milieu de réanimation, etc. Donc, si on veut savoir comment circule le virus dans le pays, il n'y a qu'une seule méthode. C'est la PCR, c'est le dépistage massif à travers la population, ce qu'on fait en certains pays riches qui ont les moyens de le faire. Ils font 2, 3, 4 millions de tests PCR par semaine, non pas pour faire le diagnostic de la maladie, mais pour savoir comment circule le virus dans la population générale, région par région, comment il se diffuse et quel est le taux de la population qui est infectée. Ce sont des mesures importantes pour savoir ensuite quelles sont les mesures qu'il faut adapter en fonction de ces chiffres-là. L'Algérie n'a pas les possibilités de le faire. Les autorités sanitaires du pays l'ont dit. Ils l'ont exprimé, on n'a pas les possibilités de faire ça. Donc, on s'appuie sur quoi pour développer la stratégie sanitaire? On s'appuie sur les diagnostics effectués dans les hôpitaux, sur la mortalité, le nombre de décès, et on s'appuie sur les rares cas de tests PCR qui ont été effectués par-ci, par-là. Alors, professeur Chaoui, ça c'est ce qui nous a manqué pour aussi avoir une cartographie précise et des éléments d'évaluation précis. Mais les tests servent aussi dans les stratégies de prise en charge, parce qu'on dit toujours que les tests servent à tout de suite retrouver les cas contacts, à séparer et à traiter. Oui. Bon, ça fait partie d'une stratégie qui est en fait une stratégie de prise en charge. Nous, c'est difficile pour nous, on ne va pas faire le procès de savoir pourquoi c'est difficile. On va juste se poser la question, quand ce n'est pas possible, quelle est l'autre alternative? L'autre alternative, en principe, c'est une politique de confinement encore plus rigoureuse, parce qu'on n'a pas le moyen de faire comme les Sud-Coréens ou les Suédois qui peuvent laisser dans la nature la population et la suivre et la traiter. Nous, on devrait confiner plus. Alors, est-ce qu'on a bien traité le confinement la première fois et est-ce qu'on en a tiré toutes les bonnes conclusions pour cette deuxième vague? C'est une question extrêmement difficile et j'avoue que je serai à la place des collègues qui sont en charge du conseil scientifique. Je serai franchement moi-même un petit peu perdu là-dedans parce que franchement c'est une situation compliquée et difficile. Mais je veux apporter quelques critiques avec toute la courtoisie qui est due à mes collègues qui sont dans le conseil scientifique et dont certains sont mes amis. Je crois que quand on voit un petit peu comment est survenue cette pandémie au niveau mondial et comment les différents pays à travers le monde ont réagi, on se rend compte qu'il y a eu un certain nombre de prescriptions qui sont des prescriptions universelles et dictées par l'OMS en particulier, mais que pays par pays, ces prescriptions ont été adaptées à la situation sanitaire, mais aussi à la situation économique, à la situation sociale, et je dirais même à la situation politique pays par pays. La Chine, qui est un pays autoritaire et qui a pris des mesures qui l'a fait respecter un peu de manière autoritaire, pour ne pas dire manu militari, n'a pas réagi de la même manière que la France, laquelle n'a pas réagi de la même manière que l'Allemagne, laquelle n'a pas réagi de la même manière que la Suède, ou le Brésil qui a décidé de laisser faire le virus circuler librement à travers le pays. Chez nous, quels étaient les problèmes? Lorsque l'épidémie est survenue de manière brutale, au début, au printemps, pas si brutale que ça, parce qu'elle nous a laissé le temps de réfléchir, etc. Quels sont les problèmes?
Premier problème, c'est la faiblesse du système sanitaire en matière de lits d'hospitalisation et de lits de réanimation. Il ne faut pas oublier qu'il y a 70 000 lits entre public et privé en Algérie, alors que la norme OMS minimum, c'est 3 lits pour 1000 habitants. Ça veut dire que si on est 40 et quelques millions d'habitants, on a déjà un déficit de 50 000 lits. Ça, ce chiffre-là m'avait fait frémir parce qu'au début de l'épidémie, si nous avons une vague aussi puissante que celle qui est survenue en Italie ou en Espagne, le système sanitaire ne tiendra pas le choc. Il va s'effondrer. Heureusement pour nous, le système sanitaire a tenu le choc. Grâce au confinement quand même de mars, avril, mai. Grâce au confinement quand même. Oui, grâce au confinement, mais à mon avis, ce n'est pas suffisant. Je pense que la circulation du virus, il y a probablement d'autres facteurs liés à l'hôte ou liés au virus qui ont fait que notre épidémie n'a pas été aussi importante, aussi violente que celle qui est survenue un peu plus au nord de la Méditerranée. Ça, je pense que les chercheurs vont probablement se pencher sur ce problème pour essayer de comprendre. Parce qu'on n'a pas eu les mêmes dégâts qui se sont produits, par exemple, en Italie, où il y a des ravages. Bien sûr. Deuxième problème, c'est que, deuxième différence par rapport aux autres pays, ce n'est pas un problème, c'est la relative jeunesse de notre population. Puisque dans la pyramide des âges, je vous rappelle qu'en France, par exemple, ils ont à peu près 20% de sujets âgés de plus de 60 ans. Nous sommes aujourd'hui, d'après les dernières statistiques publiées, autour de 6%. Et que nous avons plus de 50, je crois, ou 70% de la population qui a moins de 30 ans. Donc on a quand même affaire à une population jeune. Et lorsque les statistiques de morbimortalité du Covid à travers le monde ont montré qu'avant 50 ans, il y a pratiquement 0% de cas graves. Entre 50 et 70, on a à peu près 10% de cas sévères, mais que la sévérité de la maladie commence à augmenter de manière exponentielle à partir de l'âge de 65-70 ans. Au-dessus de 80 ans, on pense que la gravité de la maladie est 100 fois supérieure par rapport à quelqu'un qui a un peu moins de 50 ans. À mon avis, c'était un facteur essentiel dont il fallait prendre en compte. Troisième élément dont il fallait prendre en compte, et ça c'est à mon sens aussi très important, c'est nos conditions socio-économiques et culturelles. Le confinement, pendant le printemps, a été très mal vécu par la population. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une grande partie de la population, surtout la population urbaine, qui vit dans des conditions de promiscuité qui ne lui permet pas de rester enfermé 24 heures à la maison. Ce n'est pas possible. On n'est pas en France, on n'est pas dans des pays où... Et encore, même en France, dans les banlieues... Même en France, il y a des lieux... on sait que dans les banlieues, il y a eu beaucoup plus de mortalité, il y a eu beaucoup moins d'observance des confinements à l'époque, pour des raisons objectives, qui sont des raisons sociales, qui font que... Voilà. Donc, on n'a pas tellement mesuré, si vous voulez, ce facteur-là. Troisième élément, c'est les problèmes sociaux et économiques. Énormément d'Algériens, en particulier des jeunes, gagnent leur vie au jour le jour parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter de travailler. Dans l'informel, puisque l'informel c'est 60% de l'économie nationale, dans l'informel, les gens ne sont ni déclarés et pratiquement ils sont payés au jour le jour. Donc les confiner, ça veut dire que vous arrêtez brutalement leur source de revenus. Et si vous arrêtez brutalement leur source de revenus et que vous ne venez pas à leur secours pour essayer de pallier à cette chute de revenus, vous les mettez dans une situation de précarité extrême. Alors justement, pour cette deuxième vague qui est beaucoup plus brutale, celle que nous vivons depuis un mois maintenant, on s'attendait à ce que des mesures soient au moins du niveau de ce qui s'est passé au printemps dernier, compte tenu de la brutalité de l'agression du virus, la vitesse de ses circulations. Et nous avons des mesures qui sont plus souples, couvre-feu à 20h, plus de commerces ouverts, moins de transports empêchés, l'école qui n'a pas été interrompue après sa reprise. On a quand même un mix qui ressemble à une situation moins dangereuse. Est-ce que c'est justement parce que le gouvernement
a fait une lecture, ou le conseil scientifique, le gouvernement, de la situation précédente et pense qu'il ne peut plus faire la même chose? Ou est-ce que c'est parce qu'il n'est pas venu au secours de ceux qui ont subi déjà la première vague? Parce qu'il n'est pas venu au secours, ça on peut le dire. Il y a les deux. Je pense qu'effectivement, la leçon du printemps a servi à comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas appliquer, des prescriptions qu'on ne peut pas appliquer de manière qu'on peut les plaquer sur une situation socio-sanitaire qui est celle de l'Algérie. Ce n'est pas possible. En tout cas, pour une grande partie de la population, ce n'est pas possible. Je pense que ça a été pris en considération. Mais aussi... Si on donne de l'argent pour les gens pour rester à la maison, les commerçants pour qu'ils restent à la maison, il y a peut-être plus de chances de faire respecter une observance. Je ne suis pas sûr. Moi, je pense qu'il y a un autre facteur dont je n'ai pas encore parlé, c'est la rupture de confiance entre la population et le politique et le gouvernement. Elle était déjà très largement entamée à l'époque du Hirak, puisqu'il y a eu quand même de grandes manifestations qui ont duré 54 semaines, je crois, pratiquement une année, pour réclamer plus de droits et de justice de la part d'une grande majorité de la population, avec le pacifisme que l'on sait. Et à la suite de ça, on s'attendait à ce que le pouvoir réagisse en comprenant qu'il y a effectivement une rupture de confiance, que la population réclamait une reprise de contact entre le gouverné et les gouvernants pour essayer d'aller construire quelque chose tous ensemble et sortir un peu de la crise politique dans laquelle le pays s'était installé. Malheureusement, la réponse n'a pas été à la hauteur de ces revendications. Elle n'a pas été à la hauteur. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ça a contribué à rompre davantage la confiance entre la population et le gouvernement et l'État. Donc, facteur aggravant spécifique à l'Algérie. À mon sens, c'est extrêmement important. Et au lieu de prendre en considération cet aspect, faire travailler les centres de recherche, les universités, tout ce qu'on veut, pour essayer d'aller auprès de la population, de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi les gens ne réagissent pas. Pourtant, moi, l'État, je fais ce que je peux pour essayer de protéger, en énonçant un certain nombre de principes, la bavette, etc. Pourquoi la population me tourne le dos? Pourquoi la population est dans le déni? Rien. Nous n'avons aucune information, alors que ça fait quand même 8 mois ou 9 mois que les choses durent de cette manière. Ça, c'est quand même assez incroyable. Au contraire, on s'est mis à stigmatiser la population en disant finalement, si l'épidémie continue à se propager, etc., c'est parce que nous avons affaire à une population qui est indisciplinée, qui n'écoute pas, qui est ceci, avec des mots parfois beaucoup plus durs. On les a entendus de la bouche parfois de certains responsables ou même des médias. Et ça, à mon sens, ça a encore davantage contribué à rompre la confiance entre la population. Un de vos collègues, Kamel Bouzid, on ne va pas le citer, il est dans le secteur public, a cité les rassemblements de la campagne pour le référendum du 1er novembre, les rassemblements politiques, notamment ceux du FLN et du RND, soutien classique de ce projet, comme une des causes qui a propagé, c'est peut-être discutable, mais symboliquement, ça n'aide pas à faire respecter. Oui, je pense, effectivement, mais c'est pas uniquement ça. Je crois que effectivement, on a créé des clusters. Mais il y a des clusters aussi dans les marchés, des clusters pas un peu partout. On peut peut-être de manière plus puissante, la rupture de confiance, le Hirak s'est arrêté tout seul, il a décidé d'arrêter pour faire respecter la distanciation sociale. Oui. Et dans les semaines qui ont suivi, la répression s'est abattue sur plein de leaders locaux, de Hirak, de représentants, etc. Ça a contribué à créer de la défiance. Parfaitement. Je me dis qu'il n'y a eu que finalement des éléments, c'est des erreurs, voire des fautes qui ont été commises, qui sont allées dans ce sens-là. Il y a un élément que je ne comprends pas, qui aurait pu aider à rétablir la confiance avec la population. C'est au moins la prise en charge financière des dépenses pour le diagnostic et le traitement du Covid. Dites-vous qu'aujourd'hui, la grande majorité
des personnes qui sont malades, qui ont qui sont suspects de Covid. Et ils vont chez le médecin qui prescrit un certain nombre d'examens. Aujourd'hui, c'est la PCR, mais la PCR, on la trouvera partout. S'il n'y a pas de PCR, c'est automatiquement le scanner. Le scanner se fait quasi exclusivement dans le secteur privé. Dans un de mes articles, j'avais mis 15 000 dinars, je m'étais trompé, c'est autour de 10 000 dinars. 10 000 dinars, c'est déjà cher. Ensuite, on demande en général d'autres explorations, des analyses, etc., etc. On est autour de 20-25 000 dinars lorsque on doit faire une PCR et un scanner. Avec une PCR et un scanner, on est déjà à 25 000 dinars. Pour une bourse, pour des gens aisés, c'est une dépense lourde, mais qui ne grève pas de manière dramatique le budget. Mais là, pour les personnes les plus vulnérables sur le plan social, c'est une catastrophe. Et quand on sait que souvent, c'est 2-3 personnes dans la même famille qui doivent recourir à ces explorations, pourquoi est-ce que l'État n'a pas convenu avec les services de sécurité sociale à négocier avec les laboratoires privés qui font la PCR ou qui font les scanners ou les autres examens biologiques en disant voici la liste des examens qui doivent être effectués pour établir un diagnostic et ces examens-là, en s'entend sur une codification et sur un coût, et l'État paye à la place du malade. L'État couvre la totalité de ces trucs, puisqu'il s'agit d'une pandémie, ce n'est pas une pathologie aiguë qui exige de quelqu'un de faire une dépense d'argent, mais qui ensuite est guéri, c'est terminé. On est dans une situation de pandémie, c'est-à-dire que l'État est en charge obligatoire de la santé de la population dans ces conditions-là. Ça répond aux missions régaliennes de l'État en matière de sécurité sanitaire. Et en termes de chiffrage, on peut dire que ça ne représente pas un coût exorbitant. Ça n'aurait pas représenté des sommes exorbitantes. Mais je pense que c'est des mesures pareilles qui auraient pu faire penser que finalement l'État, malgré les errements, malgré les erreurs, malgré les fautes qui ont été commises, l'État essaie quand même pencher sur la situation de ces citoyens est venu au secours de ces citoyens pour éviter que cette pandémie ruine la bourse des ménages, en particulier les ménages les plus vulnérables. Alors là, on est dans l'exemple type de l'absence d'une anticipation ou d'un arbitrage de gouvernance. Et les arbitrages de gouvernance nous manquent de plus en plus. Ils nous manquent de manière plus aiguë maintenant que Abdelmadjid Tebboune, président de la République, est lui-même malade et absent. On a le sentiment qu'il y a encore plus de difficultés à rendre des arbitrages de ce type-là. On va dire un mot sur la gouvernance avant de parler de Abdelmadjid Tebboune. On a le sentiment qu'il y a plein de rendez-vous qui ont été manqués. Aujourd'hui, par rapport à l'avenir, ça devient très préoccupant de ne pas pouvoir rendre des décisions rapidement. J'en veux. Écoutez, la crise sanitaire est révélatrice de mille et une choses. Elle est révélatrice, bien entendu, de la faiblesse de notre système de santé. Ça, mais on le savait déjà. Et finalement, le système de santé n'a pas si mal réagi. Pour être honnête, il y a des problèmes, de très graves problèmes, mais enfin, quand même, il y a une mobilisation du personnel médical auquel je rends personnellement hommage. Il ne faut pas l'oublier, le personnel médical et paramédical de ce pays s'est mobilisé, a fait face à cette situation exceptionnelle, avec des moyens parfois dérisoires, mais ils ont fait face. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner et qu'il faut féliciter. Mais il y a aussi d'autres côtés, d'autres aspects que cette pandémie a révélés. Encore une fois, c'est fossé qui existe entre les gouvernants et les gouvernés, qui est capital, et aussi dans le fonctionnement administratif du pays. Peut-être les institutions du pays n'ont pas fonctionné, n'ont pas réagi de manière adaptée. Normalement, une situation pareille, c'est l'ensemble de l'échelle administrative qui doit réagir. Pourquoi
on n'a pas mobilisé les moyens des APC. Pourquoi? Les APC, c'est quand même l'unité territoriale qui est la plus proche des citoyens. Pour convaincre les citoyens qu'il faut vraiment accepter la politique du gouvernement et se résoudre aux restrictions qui sont nécessaires aujourd'hui pour faire face à la pandémie. La radio et la télévision ne suffisent pas. Il faut du contact permanent et pratiquement au corps à corps, quartier par quartier. Or, les maires, les présidents des communes sont ceux qui connaissent le mieux leur territoire, le mieux leur population et qui auraient pu développer au sein de leur territoire d'abord de l'information. Moi, je vois très bien au niveau de toutes les places des mairies d'Algérie, un stand auquel les citoyens peuvent se rendre pour avoir les explications nécessaires, éventuellement pour les plus démunis avoir un peu des moyens, en particulier les fameuses bavettes, etc., etc. Enfin bref, on peut imaginer plein de choses qui auraient pu être développées à l'échelle locale. Or, cette échelle locale a été abandonnée. Moi, je vais citer un exemple. En 1987, j'étais président du conseil médical à l'hôpital de Ain Taha et nous avons eu une épidémie de choléra. C'est aussi brutal et encore plus mortel que la pandémie virale. Et avec mon ami que nous avons perdu, hélas, le professeur Grango, on avait pris notre bâton de pèlerin et nous sommes allés voir tous les présidents de l'APC, de toutes les APC concernées par cette pandémie. On a trouvé dans chaque APC un bureau d'hygiène avec un monsieur qui s'embêtait parce qu'il ne savait pas trop quoi faire, mais qui était ravi de nous accueillir et de comprendre qu'on était venu lui demander de travailler avec nous. Il sentait que cette prise de considération était pour lui quelque chose de très important. Et ce sont eux qui se sont ensuite mobilisés, qui ont mobilisé leurs amis, etc., qui ont fait une enquête et qui ont pu nous aider à identifier les sources de l'infection au niveau des différentes contrées touchées par la choléra et de mettre en place les mesures simples qui n'ont pas coûté très cher d'ailleurs pour mettre fin à l'épidémie. Cette capacité de mobilisation, elle a disparu. Elle a disparu peut-être parce qu'on ne l'a jamais utilisée, on ne la sollicite pas. Tout le monde dit les APC sont abandonnés, n'ont pas les moyens, etc., etc. Or là, c'était une occasion de dire justement nous avons besoin des APC, nous allons mobiliser les personnels et en particulier les maires au bénéfice de la population. Voilà encore un moyen qui aurait pu rapprocher la population de son administration. Ça n'a pas été fait. Alors, le système de santé, on en a beaucoup parlé. Le président Tebboune a commis la grossière erreur de dire qu'il était le meilleur en Afrique. Il n'a finalement pas utilisé, parce que dès qu'il est tombé malade, son entourage a choisi pour lui de l'emmener en Allemagne. Comment vous le vivez en tant que médecin ? Bon, d'abord, je dirais que j'espère qu'il va nous revenir guéri en forme. Je vais vous poser une question sur nous revenir. Parce que franchement... le pire, son absence commence à peser. Il faut absolument et j'espère que bientôt il sera guéri, et bientôt il reviendra et reprendra ses activités. Ça, c'est la première chose qui est très importante. La deuxième chose, pour moi, le cas du président m'interpelle sur deux choses. Un, nous avons été incapables de le protéger. Le président de la République n'aurait jamais dû être infecté par le virus si on avait pris les mesures nécessaires pour le protéger. On n'a pas su le faire. Et quand il est tombé malade, on n'a pas su le guérir, le soigner. Il a fallu qu'il aille à l'étranger. Que voulez-vous de plus comme constat d'échec de notre système de santé ? Voilà. Et ça aussi, là on revient aussi à la confiance. Alors le constat d'échec, professeur Farid Chaoui, on a le sentiment qu'il se prolonge, puisque aujourd'hui on parle d'une rémission du Covid-19 de Abdelmadjid Tebboune. Donc on est sorti de la phase aiguë et donc il n'est plus menacé par le virus. Mais on parle de la poursuite de sa convalescence en Allemagne
pour des examens complémentaires et pour en fait une convalescence pour laquelle il a besoin de courage et de force, selon les termes de Angela Merkel rapportés par la présidence de la République. Ça veut dire quoi? Comment vous, médecins, vous interprétez cela? Quelqu'un qui guérit du Covid et qui a besoin de courage et de force pour la suite. Je ne peux pas épiloguer là-dessus n'ayant aucune information sur l'état de santé du président. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être que vous avez plus d'informations que moi je ne sais pas. Moi, j'ai des interprétations de médecins qui disent qu'il y a eu des complications qui expliquent que la convalescence n'est pas montrable, notamment. Ce sont des supputations qui n'ont aucun fondement. Moi, je ne sais pas. Je sais que le président était très malade, qu'il a dû être évacué parce que, encore une fois, les moyens locaux n'ont pas été en mesure de le prendre en charge. Il y avait un risque grave pour lui. C'est tout. Et qu'il est dans un pays où on soigne bien ces choses-là, c'est tout ce que je peux dire. Je n'ai aucune autre remarque à faire là-dessus. Alors, ce qu'on sait quand même, tout de même, parce que c'est quand même le président de la République et ses administrés s'intéressent à son état de santé et à l'animation de la fonction présidentielle, d'autant que nous, Algériens, on est sortis d'un épisode comme assez traumatisant, celui du 4e mandat de Abdelaziz Bouteflika, et donc on a envie de savoir si on n'est pas en train de rentrer dans un scénario comme ça. Une convalescence d'un Covid pour quelqu'un de 75 ans, dont on sait que c'est un grand fumeur et qu'il a peut-être des facteurs de comorbidité desquels il a échappé, Dieu merci, mais qui peuvent rendre le tableau de la guérison complète plus compliqué, ça peut durer longtemps. C'est ce qui se dit, ça peut durer longtemps et on peut se retrouver dans une situation de vacances qui dure déjà depuis un mois, qui repose problème institutionnellement. Je ne peux pas répondre à cette question, je ne sais pas. Non, en général, on sort du cadre. Ah oui, évidemment, en général, plus l'absence du président se prolonge, plus la crise institutionnelle risque d'émerger. Bon, ça c'est clair. C'est tout ce qu'on peut dire. Il est regrettable que nous ne puissions pas soigner tous les Algériens, y compris le président de la République, dans nos hôpitaux. C'est regrettable. Mais c'est une réalité et ce n'est pas la première fois. Et à mon avis, ce n'est pas la dernière. Alors, je vais quand même vous poser une question. Vous êtes professeur en médecine, mais vous êtes un citoyen qui a un point de vue sur la vie de la cité. Vous êtes proche vous avez été proche du courant réformateur qui avait une vision de réforme de l'Algérie dans les années 90, une vision politique d'avenir. Est-ce que vous dites, évidemment, on souhaite au président Tebboune de se rétablir et de revenir à sa famille, mais on peut aussi souhaiter que sa maladie et son absence soient l'occasion de reconsidérer ce qui s'est fait depuis une année, qui en fait nous a amené à cette césure entre la population et le pouvoir. On en parle depuis tout à l'heure. Césure qui empêche notamment de faire face de manière efficace à la pandémie, parce que les uns ne faisant pas confiance aux autres. Et donc, on peut se dire que c'est aussi une opportunité pour changer de feuille de route, pour aller vers un dialogue, vers l'écoute, c'est vous qui l'avez évoqué, l'écoute des revendications exprimées par les Algériens dans les années, durant l'année 2019, pendant plus d'une année. Ça peut aussi être une opportunité politique. Écoutez, à l'occasion du débat sur la révision constitutionnelle, j'ai exprimé un point de vue. Et j'avais dit la révision constitutionnelle ne peut en aucun cas être un élément suffisant pour, mettre fin à la crise politique que traverse le pays, et deux, à rétablir la confiance entre le pouvoir et la population. Le 1er novembre vous a donné largement raison. Je l'ai dit, je l'ai écrit. J'ai également exprimé, j'ai dit, la population a exprimé pendant un an de Hirak le point de vue suivant, la nécessité absolue de changer de paradigme politique pour permettre au pays d'avancer. Autrement dit, ou bien on s'engage résolument dans cette voie qui doit mener rapidement à l'arrêt de ce système autoritaire et rentier qui est en train de ruiner le pays, purement et simplement, et de rentrer dans un nouveau contrat politique, un nouveau, je dirais,
un compromis historique nouveau entre le pouvoir et la population et démarrer une nouvelle république sur de nouvelles bases. Ça nécessite un travail politique beaucoup plus important, beaucoup plus profond, beaucoup plus ardu qu'une simple révision constitutionnelle, et encore moins avec l'appel à la fameuse société civile qui n'a pratiquement pas d'existence et qui surtout n'a jamais dans aucun système au monde rempli la fonction, rempli ou se substituer au travail politique. Voilà mon point de vue. Je pense que ce message, encore une fois, je l'ai écrit, je l'ai transmis, je le répète aujourd'hui. S'il n'y a pas aujourd'hui des mesures qui permettent de faire comprendre à l'ensemble de la population, en particulier à tous ceux qui ont piétiné le pavé pendant 55 semaines, qu'il y a maintenant des mesures résolues, structurelles de changement politique pour sortir de cette situation-là, et qu'il y a des mesures concrètes avec des messages clairs vis-à-vis de la population pour leur dire voilà comment nous allons procéder pour y arriver, en mobilisant la classe politique. Et c'est faux de dire qu'il n'y a pas de politique en Algérie, c'est faux de dire qu'il n'y a pas de parti politique. Il ne peut pas y avoir de parti politique dans un champ politique fermé. Si on ouvre le champ politique, des hommes et des partis vont émerger, et des gens sérieux, et des gens compétents, des patriotes, il y en a. Si on ne s'engage pas dans cette voie-là, à mon avis, nous allons aller encore dans une autre impasse. Et si la pandémie virale a révélé ces insuffisances, c'est d'abord et avant tout en raison de cette impasse politique dans laquelle se trouve aujourd'hui le pays. Professeur Falid Chaoui, merci beaucoup. Merci d'avoir été l'invité de Accès Libre aujourd'hui. Merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.